Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une vidéo face au soleil pour vous parler d'une thématique à laquelle j'ai envie de m'attaquer depuis longtemps et qui m'intimide un petit peu parce que je sais que c'est le genre de sujet qui fait beaucoup polémique et je pense que c'est important que je vous partage ma vision personnelle. Et je ne vais pas parler du sujet, du sujet actuel dont tout le monde parle. Je vais plutôt parler de la thématique du coaching et de ce que c'est pour moi qu'un coach éthique. Et je vais vous parler en fait de ma vision du coaching en général, sur base d'un mail qu'un de mes clients m'a envoyé il y a déjà 2-3 mois, où il me posait une série de questions sur ma vision, parce que lui-même était intéressé par une éventuelle reconversion dans le domaine du coaching, et je trouvais que c'était intéressant de vous partager les réponses que je lui avais données à l'époque, et puis aussi de les compléter avec d'autres informations qui me viendraient éventuellement au moment où je fais cette vidéo. Alors je vais reprendre son mail. En tout cas, ce que je voulais commencer par dire, c'est que actuellement on voit fleurir partout, et Emeline Bajard a fait une vidéo hier, je pense, ou aujourd'hui sur le sujet. Il y a une espèce de nébuleuse, une explosion un petit peu de tous les métiers du bien-être, coaching, thérapeute, médium, voyant, guérisseur, etc. Et déjà que la profession de coach n'était pas forcément toujours très valorisée, ici il y a vraiment à boire et à manger. Alors, il y a des gens extraordinaires, et puis c'est comme partout, il y a des gens aussi qui ont peu de scrupules et qui profitent aussi d'une espèce de désarroi collectif pour démarrer une activité et profiter de la fragilité psychologique de la plupart des gens. Donc pour moi, ben voilà, le coaching c'est une vocation, et est-ce que on peut se lancer dans le coaching comme ça? Je pense que si on se lance aujourd'hui dans le coaching, maintenant précisément, c'est peut-être une bonne chose si on est habité par cette envie depuis longtemps déjà, et que le contexte agit comme un précipitant, comme si il y avait un sentiment d'urgence à aider les autres, à les accompagner. Et je pense que si ça part de cet espace-là, ça ne peut être que bénéfique. Maintenant, je vois aussi fleurir beaucoup de pratiques peut-être plus douteuses sur voilà, des business models vraiment qui ne visent qu'à profiter de la vulnérabilité des gens, et péter des scores en termes de chiffres, de revenus, avec des 6 chiffres, avec des 7 chiffres. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'un coach ne peut pas bien gagner sa vie. Pas du tout. Parce que je trouve que justement beaucoup de professions du bien-être ont beaucoup de mal avec l'argent, et c'est dommage parce que beaucoup de thérapeutes, de coachs gagnent pas bien leur vie en fait, en pensant que l'argent est sale, et que sous prétexte de rester accessible, ben, on crève un peu la faim et on s'épuise surtout à avoir plein de gens pour remplir son assiette, quoi. Et du coup, ça fait finalement un mauvais coach qui n'est pas assez dans de bonnes conditions pour recevoir ses clients de manière saine, de manière écologique, on va dire. Alors, donc un coach peut devenir coach si, si les raisons pour lesquelles il a envie d'être coach sont intègres et alignées avec qui il est. Je pense qu'il y a des coachs de tous ordres. Il peut y avoir d'excellents coachs avec des ADN extrêmement différents. On peut avoir un coach qui est vraiment dans la performance. On peut avoir un coach qui est dans l'accompagnement plus réceptif. Peu importe en fait, c'est très bien. Je trouve qu'il faut vraiment une quantité de coachs, une variété de coachs et d'offres de coaching la plus large possible. Mais c'est très important qu'il y ait cette intégrité et cette éthique dans le coaching. Est-ce que pour autant il faut se former au coaching, être formé au coaching quand on se lance? Eh bien, moi je pense qu'un minimum de formation est quand même requis, en tout cas pour la question du cadre, pour avoir aussi une certaine fondation en psychopathologie, parce que le danger quand on est coach, c'est que comme on travaille avec l'humain, ben on peut toucher à des problématiques
plus profondes avec lesquelles il ne faut pas jouer. Et il y a des coachs qui s'improvisent, qui se croient vraiment, parfois même en toute bonne foi, capables de résoudre des traumas profonds chez leurs clients. Et il peut se produire vraiment des conséquences dramatiques, des décompensations et autres. Donc la question du cadre et la question de l'intégrité se travaille aussi en formation. Normalement, quand la formation est bien donnée, on travaille tout ça aussi. Et la question des fondements psychopathologiques. Et puis alors bien sûr, il y a toute une série de techniques de coaching. C'est intéressant de les connaître, de les assimiler, puis éventuellement après de les assimiler de telle manière qu'on les applique à sa façon. Mais avoir une boîte à outils, c'est quand même intéressant et rassurant pour le coach lui-même de toute façon. Je ne vais pas décréter qu'une formation est meilleure qu'une autre. Il y a des formations nombreuses, des formations courtes, formations longues, avec des tarifs extrêmement différents. Le point de vue par contre personnel que j'ai, c'est que c'est pas parce qu'une formation est certifiée ICF qu'elle est pour autant garante de la qualité et de l'éthique du coach. Et que il y a d'excellents coachs qui vont sortir de formations non certifiantes et de mauvais coachs qui vont sortir de formations certifiantes. Donc je pense que ce qui est très important quand on cherche une formation en coaching, c'est de raisonner avec les formateurs, de vraiment se demander si les valeurs des formateurs rejoignent les nôtres et sentir vraiment que la méthodologie, la manière dont la matière est abordée, la manière dont on expérimente le coaching in situ aussi en testing avec des sujets, enfin voilà, qui est vraiment une pratique et une supervision de qualité pour être prêt à se lancer après de manière sécure pour soi et pour le client. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui hésitent à se lancer dans le métier de coach parce que du coup le métier maintenant a assez mauvaise réputation et c'est vrai qu'on trouve des coachs un peu pour tout et pour n'importe quoi. Et en même temps, on est dans une époque dans laquelle on a beaucoup besoin d'être accompagné. Donc, ce serait dommage que les coachs de qualité s'interdisent de devenir coach, les futurs coachs de qualité s'interdisent de devenir coach uniquement parce qu'ils ont peur d'être jugés, critiqués et assimilés aux coachs non éthiques. Vraiment, et c'est vraiment là c'est un message important dans cette vidéo, c'est que si vous êtes un coach éthique, intègre, vous vous sentez appelé par le métier depuis longtemps et que vous hésitez à le faire parce que vous dites coach vraiment j'ai même honte de ce label, eh bien vraiment c'est dommage parce que vous pouvez vous redorer justement le blason du coaching en arrivant sur le marché, parce qu'il faut bien appeler ça par son nom. C'est un marché du coaching qui est effectivement très dense et très dynamique en ce moment. Alors, je regarde encore les questions que j'avais reçues. Quelles difficultés j'ai rencontrées dans la profession? Eh bien, je pense que c'est les difficultés que j'ai déjà évoquées jusqu'ici, c'est-à-dire à un moment donné, il faut être capable de dire quelles sont ses limites, de se rendre compte qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines demandes, enfin en tout cas qu'il y a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre éthiquement et que donc il y a d'autres professionnels super qui sont là, compétents pour pouvoir répondre à ces demandes auxquelles nous on peut moins répondre. Et les difficultés, eh bien, c'est que le coaching, ça nécessite de travailler sur soi tout le temps. Moi, j'ai toujours suivi des thérapies de divers types. J'essaie de me faire superviser aussi. J'essaie vraiment de tout le temps mettre ma pratique, ma posture en question. Et je dirais que la difficulté, c'est quand justement on se rend compte que le client vient mettre en lumière des choses non encore résolues chez soi. Et donc là, il faut avoir l'humilité aussi de pouvoir le dire à son client et de métacommuniquer, de dire que on n'est peut-être pas la bonne personne non plus pour l'accompagner. Mais je pense que quand on a en fait peur d'être un mauvais coach,
c'est souvent un bon signe, c'est souvent le signal qu'on est un bon coach en fait. On a tellement peur de mal faire que on va limite parfois même trop bien faire. Hein. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à ses aptitudes naturelles et je pense que il y a des choses qui se mettent en place toutes seules, mais le fait de se questionner soi-même sur son éthique de coach, c'est déjà un très bon signal. Par rapport à la viabilité, sustainability, comme on dit en anglais, donc comment est-ce qu'on vit de son activité de coach, je pense qu'il faut être créatif aussi, c'est-à-dire que moi j'avais une idée un petit peu idéalisée du métier avant de commencer, donc j'ai commencé de manière évidemment tout à fait classique en cabinet avec un salaire, un tarif horaire, et en fait à partir du moment où on vit de son activité, qu'on est assujetti à la TVA, qu'on a des cotisations à payer, etc., eh bien, on doit faire de grosses journées. Quand on commence et qu'on n'assume pas forcément des tarifs élevés, on doit faire des grosses journées de coaching pour arriver à vivre normalement du coaching. Et je pense qu'au début, c'est ça qui est difficile. On n'ose pas, on donne beaucoup de sa personne. On n'ose pas investir aussi pour se faire accompagner, ce qui est vraiment dommage parce que ça fait gagner un temps fou, même si parfois on doit un petit peu, je dis un petit peu, s'endetter pour suivre une formation. Il y a toujours un retour sur investissement après, mais ça nécessite vraiment de faire le saut de la foi. Et au fur et à mesure qu'on prend confiance en soi, on se rend compte aussi, quand on s'ouvre à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi, la curiosité est importante dans le métier, parce que quand on voit ce que les coachs anglo-saxons proposent, eh bien, voilà, il y a ce genre de choses que je commence à faire moi aussi, que j'adore faire en fait, ce sont des programmes semi-automatiques où on crée du contenu d'une part, un contenu qui sera toujours le même, une espèce de colonne vertébrale qui reste identique, et puis autour de cette colonne vertébrale, on va proposer des séances de coaching qui vont venir offrir un service personnalisé aux clients, mais où on n'est plus à vendre une heure de son temps, mais on vend un résultat, on vend une transformation, on vend une offre complète qui a une certaine valeur, qui n'est pas forcément une valeur qui est la valeur en fait qui prévaut encore dans le salariat aujourd'hui. Tu prestes X heures pour avoir X euros par heure et X euros par mois. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Oui, bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, si vous avez des questions, je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre en commentaire de cette vidéo. Et c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Donc si vous êtes coach et que vous avez des choses à partager de votre vécu professionnel, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. Je trouve que c'est un très très beau métier, un métier crucial, vraiment très important, qui nécessite d'être revalorisé, qu'on se rende compte voilà, que comme dans tout métier, il y a du bon, il y a du moins bon, et qu'on est vraiment à un moment charnière où il y a une vigilance toute particulière à adopter à la fois, soit en tant que coach, et puis vous qui cherchez à être accompagné, soyez aussi vigilants. Écoutez aussi votre intuition. Hein. Si vous sentez que vous êtes appelé par une personne, c'est probablement pas par hasard. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis peut-être à une prochaine fois. Ciao.